Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle, épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Eux, comme un vil sursaut d'hydre, oyant jadis l'ange donner un sens plus pur aux mots de la tribu, proclamèrent très haut le sortilège bu dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. Du sol et de la nue hostiles à grief, si notre idée avec ne sculpte un bas-relief dont la tombe de peau éblouissante s'orne, calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur, que ce granit, du moins, montre à jamais sa borne au noir vol du blasphème et part dans le futur. Ce sonnet, qui nous a fourni le titre de cette série d'émissions, est intitulé « Le tombeau d'Edgar Allan Poe » et il est un hommage de Stéphane Mallarmé au poète américain. Mais si Mallarmé et si Valéry furent fascinés comme tant d'autres par Poe, c'est Charles Baudelaire qui en fit peut-être le portrait le plus vivant. Ce portrait, le voici, lu par Michel Etcheverry, sociétaire de la Comédie Française. La vie de Poe, ses mœurs, ses manières, son être physique, tout ce qui constitue l'ensemble de son personnage nous apparaissent comme quelque chose de ténébreux et de brillant à la fois. Sa personne était singulière, séduisante, et, comme ses ouvrages, marquée d'un indéfinissable cachet de mélancolie. Du reste, il était remarquablement bien doué de toute façon. Jeune, il avait montré une rare aptitude pour tous les exercices physiques, et bien qu'il fût petit, avec des pieds et des mains de femme, tout son être portant d'ailleurs ce caractère de délicatesse féminine, il était plus que robuste et capable de merveilleux traits de force. Il a, dans sa jeunesse, gagné un pari de nageur qui dépasse la mesure ordinaire du possible. On dirait que la nature fait à ceux dont elle veut tirer de grandes choses un tempérament énergique, comme elle donne une puissante vitalité aux arbres qui sont chargés de symboliser le deuil et la douleur. Ces hommes-là, avec des apparences quelquefois chétives, sont taillés en athlètes, bons pour l'orgie et pour le travail, prompts aux excès et capables d'étonnante sobriété. Il est quelques points relatifs à Edgar Poe sur lesquels il y a un accord unanime. Par exemple, sa haute distinction naturelle, son éloquence et sa beauté, dont, à ce qu'on a dit, il tirait un peu de vanité. Ses manières, mélange singulier de hauteur avec une douceur exquise, étaient pleines de certitude. Physionomie, démarche, gestes, air de tête, tout le désignait surtout dans ses bons jours comme une créature d'élection. Tout son être respirait une solennité pénétrante. Il était réellement marqué par la nature, comme ces figures de passants qui tirent l'œil de l'observateur et préoccupent sa mémoire. Le pédant et aigre Griswold lui-même avoue que, lorsqu'il alla rendre visite à Poe, et qu'il le trouva pâle et malade encore de la mort et de la maladie de sa femme, il fut frappé outre mesure non seulement de la perfection de ses manières, mais encore de la physionomie aristocratique, de l'atmosphère parfumée de son appartement, d'ailleurs assez modestement meublé. Griswold ignore que le poète a plus que tous les hommes ce merveilleux privilège attribué à la femme parisienne et à l'espagnol de savoir se parer avec un rien, et que Poe, amoureux du beau en toutes choses, aurait trouvé l'art de transformer une chaumière en un palais d'une espèce nouvelle. N'a-t-il pas écrit, avec l'esprit le plus original et le plus curieux, des projets de mobilier, des plans de maisons de campagne, de jardins et de réformes de paysages? Il existe une lettre charmante de Madame France Osgood, qui fut une des amies de Poe, et qui nous donne sur ses mœurs, sur sa personne et sur sa vie de ménage les plus curieux détails. Cette femme, qui était elle-même un littérateur distingué, nie courageusement tous les vices et toutes les fautes reprochées au poète. Avec les hommes, dit-elle à Griswold, peut-être était-il tel que vous le dépeignez, et comme homme, vous pouvez avoir raison, mais je pose en fait qu'avec les femmes, il était tout autre, et que jamais femme n'a pu connaître M. Poe sans éprouver pour lui un profond intérêt. Il ne m'a jamais apparu que comme un modèle d'élégance, de distinction et de générosité.
Sa conversation était des plus remarquables et essentiellement nourrissante. Il n'était pas ce qu'on appelle un beau parleur, une chose horrible. Et d'ailleurs, sa parole comme sa plume avait horreur du convenu. Mais un vaste savoir, une linguistique puissante, de fortes études, des impressions ramassées dans plusieurs pays, faisaient de cette parole un enseignement. De toute l'œuvre d'Edgar Poe, c'est à n'en pas douter sa poésie que la postérité a retenue au premier chef. Journaliste, peintre, critique d'art, conteur, nouvelliste, romancier, c'est pourtant au poète qu'il appartint plus d'un siècle après sa mort de passer le cap de l'oubli. Poète visionnaire, hanté par le problème de la solitude, angoissé par le mystère de la mort, Edgar Poe donne à ses contemporains une poésie brutale, des images sans pudeur. L'Amérique du XIXe siècle ne le comprendra pas. Cependant, le public français, secoué par les critiques, violenté par les poètes comme Mallarmé et Baudelaire, va adopter le poète américain. Et aucune anthologie n'ignore plus celui qui s'appelait lui-même l'histrion littéraire. D'Edgar Poe, traduit par Jean Rousselot, voici Le Corbeau par Jacques Fayet, puis Ulalume par Michel Etcheverry. Une fois, par un lugubre minuit où je méditais, las et plein d'ennui, sur un volume étrange d'une science perdue, alors que je dodelinais presque endormi, il y eut soudain un léger bruit comme de quelqu'un frappant discrètement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela, et rien de plus. Oh, je me souviens distinctement. C'était par un glacial décembre, et chaque tison, en mourant, sur le parquet, sculptait son ombre. Je souhaitais ardemment le matin, car j'avais demandé en vain à mes livres un sursis à mon chagrin d'avoir perdu Lénore, la jeune fille incomparable et radieuse que les anges nomment Lénore, qu'ici-bas nul ne nomme plus. Et la triste, soyeuse et incertaine houle de chaque draperie de pourpre me faisait tressaillir, m'emplissait de terreurs inconnues, si bien que pour calmer mon cœur battant, je me levais en répétant « C'est quelque soliteur à la porte de ma chambre, un tardif solliciteur à la porte de ma chambre. C'est cela, et rien de plus. » Mon cœur s'affermit sur le champ, et n'y étant pas plus longtemps, « Monsieur, dis-je, ou madame, il faut me pardonner vraiment, mais je sommeillais, le fait est. Et vous avez si doucement frappé, et vous avez si faiblement frappé à la porte de ma chambre, que je doutais de bien entendre. Ici, j'ouvris ma porte, toute grande. Les ténèbres, et rien de plus. Scrutant profondément l'obscurité, je demeurai longtemps craintif, tout étonné, perplexe, et plein de rêves que nul n'avait fait encore, mais nul signe, nul bruit ne me vint de la nuit. Le seul mot qui fut dit fut chuchoté. Lénore. C'est moi qui le chuchotai, et un écho le répéta. Lénore. Simplement cela, et rien de plus. Retournant dans ma chambre, toute mon âme brûlante, de nouveau j'entendis un frappement un peu plus fort qu'auparavant. Sûrement, dis-je, sûrement, c'est quelque chose à mes auvents. Allons voir qui est là, explorons ce mystère. Puisse un moment mon cœur se taire et qu'il explore ce mystère. C'est le vent, et rien de plus. Et je poussai au large les auvents. Alors, d'un vol effronté, bruissant, entra un majestueux corbeau, digne des saints jours d'antan. Il ne fit pas le moindre salut, il ne s'arrêta, ni n'hésita non plus, mais le porc altier se percha au-dessus de la porte de ma chambre sur un buste de Pallas, se percha juste au-dessus de la porte de ma chambre, se percha, se campa. Rien de plus. Alors, ma songerie en peine, distraite par l'oiseau d'ébène, et le maintien sévère auquel il s'appliquait,
Bien que ta crête soit sans panache, lui dis-je, tu n'es pas un lâche, fantomal corbeau, sombre et vieux, errant loin des rivages nocturnes. Dis-moi quel est ton nom, seigneurial, sur les plutoniens rivages nocturnes. Le corbeau dit, jamais plus. Je m'émerveillais fort que ce lait volatile à m'entendre fût si habile, bien qu'il n'y eût que peu de sens et d'à propos dans sa réponse, car il faut convenir vraiment que jamais être humain vivant ne put voir un oiseau campant au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste au-dessus de la porte de sa chambre, juste, avec un nom tel que jamais plus. Mais le corbeau, gardant sa pose sur le buste, ne dit pas autre chose que ce seul mot, comme s'il y eût mis toute son âme. Il ne dit rien de plus, il ne remua pas une plume, jusqu'à ce que je dise tout bas, d'autres amis se sont envolés déjà, et demain il me laissera, comme tous mes espoirs s'envolèrent déjà. Alors l'oiseau dit, jamais plus. Effrayé que le silence eût été rompu par une réponse si bienvenue, sans doute, dis-je, ce qu'il répète est tout son langage, son seul bien, il le tient de quelque maître infortuné que l'impitoyable destinée poursuivit et traqua jusqu'à ce que ses chants n'eussent qu'un seul refrain, jusqu'à ce que les chants funèbres de son espoir n'eussent plus que ce triste refrain de jamais, jamais plus. Mais le corbeau, encore une fois, distrayant mon âme sans joie, je poussai vite un fauteuil en face de lui, de la porte et de Pallas, et m'y laissant tomber, me mis à enchaîner songe à songe, tout en pensant à ce que cet augural oiseau d'antan, à ce que ce fantomal, maigre, sévère, augural oiseau d'antan voulait dire en croissant jamais plus. C'est cela que je tentais d'approfondir, tout en regardant sans mot dire l'oiseau, dont les yeux de flamme me brûlaient jusqu'au fond de l'âme. C'est cela que je cherchais à deviner, et plus encore, ma tête abandonnée sur les coussins de velours violet où la lumière de la lampe ruisselait, sur ces coussins de velours où la lumière de la lampe ruisselait, que sa tête ne creusera plus, oh plus jamais. Alors, l'air me sembla s'épaissir du parfum d'un encensoir invisible, balancé par des séraphins qui eussent à peine frôlé le tapis. Malheureux, m'écriai-je, réjouis-toi, ton Dieu par ses anges t'envoie le répit, comme un épenthès sur le souvenir de Lénore, bois. Mais bois ce bon épenthès et oublie ta Lénore perdue. Le corbeau dit jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou diable, mais prophète, soit que t'envoie le tentateur, soit que t'aies vomi la tempête, désolé mais indompté, sur ce désert ensorcelé, vers ce logis d'horreur hanté, dis-moi, vraiment je t'implore, est-il un baume en Judée? Dis-le-moi, je t'implore. Le corbeau dit, jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, prophète pourtant, oiseau ou démon, par ce ciel incurvé sur nos fronts, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dit à cette âme écrasée de chagrin, si dans le paradis lointain elle pourra étreindre la jeune fille sainte que les anges nomment Lénore, étreindre la pure et radieuse jeune fille que les anges nomment Lénore. Le corbeau dit, jamais plus. Qu'entre nous ce mot soit le dernier, oiseau ou démon, hurlai-je, rentre dans la tempête et retourne au plutonien rivage nocturne, sans oublier ici une de tes noires plumes en souvenir de ton mensonge. Laisse-moi ma vierge solitude, au-dessus de ma porte, abandonne ce buste, de mon cœur, arrache ton bec, loin de ma porte, va-t'en spectre. Le corbeau dit, jamais plus. Et le corbeau, comme figé, et depuis lors toujours campé sur le buste de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux sont les yeux du démon quand il songe, et la lumière de la lampe sur le parquet trace son ombre, et mon âme, hors du cercle flottant de cette ombre, ne s'élèvera jamais plus.
Les cieux étaient cendreux et mornes, les feuilles crispées et jaunies, les feuilles sèches et flétries. C'était par une nuit du solitaire octobre de mon année la plus immémoriale. C'était tout près du sombre lac d'Aubert, au sein de la brumeuse région de Vayres. C'était là-bas, près du marais visqueux d'Aubert, dans les forêts hantées par les goules de Vayres. Une fois en ces lieux, j'errais avec mon âme. J'errais par une vallée de cyprès titanesques avec mon âme, en l'allée de cyprès. C'était au jour où mon cœur était un volcan et ruisselait d'un feu pareil aux laves jaunes, aux courants sulfureux qui rongent l'Yahanek aux confins ultimes du pôle, qui geignent en roulant au pied du mont Yahanek dans les marches perdues du pays boréal. Notre colloque avait été sérieux et sobre, mais nos pensées étaient paralysées et mornes. Nos souvenirs étaient mornes et réticents, car nous ne savions pas que le mois fût octobre et quelle était cette nuit de l'année. Ah, nuit entre les nuits, seule nuit de l'année. Nous avions oublié le sombre lac d'Aubert, et qu'une fois déjà nous fûmes venus là. Oublier les visqueux marécages d'Aubert et la forêt, hantée par les goules de Vayres. Maintenant que la nuit touchait à son déclin, que le cadran stellaire annonçait le matin, que le cadran stellaire indiquait le matin, à la fin de notre chemin naquit une liquide et nimbeuse clarté, de laquelle un croissant miraculeux surgit avec sa double corne, l'adamantin croissant, le croissant d'Astarté, distinct, avec sa double corne. Alors, je dis, elle est plus chaude que Diane, elle roule à travers un éther de soupirs, elle jubile dans un monde de soupirs, elle a vu que les larmes ne sont pas taries sur ce visage où perdure le ver, et franchissant les champs d'étoiles du lion, elle est venue nous dire le chemin des cieux, le chemin de la paix l'étéenne des cieux. Elle s'est élevée en dépit du lion pour nous illuminer de ses yeux radieux. Elle a franchi les antres du lion avec l'amour dans ses yeux lumineux. Mais à son tour, Psyché parla, le doigt levé. Tristement, de cette étoile je me défie. De sa pâleur, étrangement, je me défie. Oh, partons, hâtons-nous, fuyons, 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 vite, il le faut. Elle parlait avec terreur, laissant ses ailes pendre, jusqu'à traîner dans la poussière, et octait comme mourante, son plumage traînant dans la poussière, mélancoliquement traînant dans la poussière. Je répondis, ceci n'est rien que songerie. Avançons-nous vers cette tremblante lumière, baignons-nous dans cette cristalline lumière. Sa splendeur sibylline, en cette nuit, rayonne d'espoir et de beauté. Vois, comme au haut du ciel, elle vogue en la nuit. Ah, nous pouvons sans crainte avoir foi dans ce guide, être sûrs qu'à bon port son feu nous conduira. Sans crainte, nous pouvons nous fier à ce guide, puisqu'il vogue si sûr vers le haut de la nuit, il ne peut qu'au ciel nous conduire. Ainsi parlais-je, et j'embrassai Psyché, calmé, ravi à sa tristesse, ses doutes apaisés, effacé sa tristesse. Et nous allâmes jusqu'à la fin de l'allée. Mais là, nous arrêta la porte d'une tombe. La porte d'une tombe ornée de sa légende. Et je dis, « Douce sœur, que lis-tu sur la tombe ?» Psyché me répondit, « Oulaloume, Oulaloume. » C'est le caveau de ton Oulaloum perdu. Alors, mon cœur devint cendreux et morne, comme les feuilles crispées et jaunies, comme les feuilles sèches et flétries. Et je criai, ce fut sûrement en octobre, dans cette même nuit de la dernière année que je vins jusqu'ici, que j'apportai ici un terrible fardeau. Entre toutes les nuits, dans cette nuit des nuits, ah, quel démon m'attira jusqu'ici? Ah,
Je te reconnais, ténébreux lac d'Aubert, au sein de la brumeuse région de verre. Ah, je te reconnais, visqueux marais d'Aubert, mais vous, forêt hantée par les goules de verre. Mais Edgar Poe n'a pas été seulement l'exceptionnel poète que nous connaissons, il a été aussi un précurseur. C'est lui, pourrait-on dire, qui a créé, inventé le roman policier dont on sait le succès grandissant depuis plus d'un siècle. Dans le double assassinat de la rue Morgue, il décrit un personnage qui est en quelque sorte le père de Sherlock Holmes, d'Arsène Lupin, de Rouletabille, de Fantomas, d'Hercule Poirot, de Maigret et de tant d'autres. Voici par Philippe Lejour le portrait de ce personnage qui a inspiré des générations de détectives, voire même d'escrocs. Je demeurais à Paris pendant le printemps et une partie de l'été de 1800, et j'y fis la connaissance d'un certain C. Auguste Dupin. Ce jeune gentleman appartenait à une excellente famille, une famille illustre même. Mais par une série d'événements malencontreux, il se trouvera réduit à une telle pauvreté que l'énergie de son caractère y succomba et qu'il cessa de se pousser dans le monde et de s'occuper du rétablissement de sa fortune. Grâce à courtoisie de ses créanciers, il resta en possession d'un petit reliquat de son patrimoine, et sur la rente qu'il en tirait, il trouva moyen, par une économie rigoureuse, de subvenir aux nécessités de la vie sans s'inquiéter autrement des superfluités. Les livres étaient véritablement son seul luxe, et à Paris, on se les procure facilement. Je fus aussi fort étonné de la prodigieuse étendue de ses lectures, et par-dessus tout, je me sentis l'âme prise par l'étrange chaleur et la vitale fraîcheur de son imagination. Cherchant dans Paris certains objets qui faisaient mon unique étude, je vis que la société d'un pareil homme serait pour moi un trésor inappréciable, et dès lors je me livrai franchement à lui. Nous décidâmes enfin que nous vivrions ensemble tout le temps de mon séjour dans cette ville. Si la routine de notre vie dans ce lieu avait été connue du monde, nous eussions passé pour deux fous, peut-être pour des fous d'un genre inoffensif. Notre réclusion était complète, nous ne recevions aucune visite. Le lieu de notre retraite était resté un secret soigneusement gardé pour mes anciens camarades, et il y avait plusieurs années que Dupin avait cessé de voir du monde et de se répandre dans Paris. Nous ne vivions qu'entre nous. Mon ami avait une bizarrerie d'humeur, car comment définir cela? C'était d'aimer la nuit pour l'amour de la nuit. La nuit était sa passion. Et je tombais moi-même dans cette bizarrerie, comme dans toutes les autres qui lui étaient propres, me laissant aller au courant de toutes ces étranges originalités avec un parfait abandon. Dans ces circonstances, je ne pouvais m'empêcher de remarquer et d'admirer, quoique la riche idéalité dont il était doué eût dû m'y préparer, une aptitude analytique particulière chez Dupin. Il semblait prendre un délice âcre à l'exercer, peut-être même à l'étaler, et avouait sans façon tout le plaisir qu'il en tirait. Il me disait à moi, avec un petit rire tout épanoui, que bien des hommes avaient pour lui une fenêtre ouverte à l'endroit de leur cœur. Et d'habitude, il accompagnait une pareille assertion de preuves immédiates et des plus surprenantes, tirées d'une connaissance profonde de ma propre personne. Dans ces moments-là, ses manières étaient glaciales et distraites. Ses yeux regardaient dans le vide, et sa voix, une riche voix de ténor habituellement, montait jusqu'à la voix de tête. C'eût été de la pétulance sans l'absolue délibération de son parler et la parfaite certitude de son accentuation. Je l'observais dans ses allures, et je rêvais souvent à la vieille philosophie de l'âme double. Je m'amusais à l'idée d'un Dupin double, un Dupin créateur et un Dupin analyste. C'est difficile de comprendre l'œuvre d'Edgar Poe si l'on ne se souvient pas du rôle permanent qu'ont joué les femmes dans sa vie. Il est un amoureux ardent, passionné et en même temps parfaitement mélancolique.
L'amour a joué dans sa vie et son inspiration le même rôle que l'alcool dont il a abusé et dont il est mort. Nous lui connaissons au moins 8 liaisons depuis Jane Stannard, qui l'initia, à Elmira Royster, qui lui ferma les yeux. Ces amours romantiques, toutes destinées à des fins tragiques, furent pour Poe le moteur puissant qui lui fit écrire une quantité extraordinaire de lettres. Nous en avons choisi 2. Voici la première, à Marie-Louise Chou. Peut-il être vrai, Louise, que vous ayez fixé dans votre esprit l'idée d'abandonner votre malheureux et infortuné ami et patient? Oh, j'ai eu des pressentiments de ceci depuis 2 mois. Je le répète, mon bon génie, mon cœur loyal, ceci doit-il faire suite à tous les bienfaits et bénédictions que vous m'avez si généreusement octroyés? Faut-il que vous disparaissiez, comme tout ce que j'aime ou désire, de mon âme enténébrée et perdue? J'ai lu et relu votre lettre et ne puis croire possible que vous l'ayez écrite dans votre bon sens. Je sais que vous ne l'avez pu faire sans des larmes d'angoisse et de regret. Est-il possible que votre influence soit perdue pour moi? Des natures aussi tendres et vraies que la vôtre sont fidèles jusqu'à la mort. Mais vous n'êtes pas morte, vous êtes pleine de vie et de beauté. Louise, vous entrâtes dans votre blanche robe flottante. Bonjour Edgar. Il y avait une touche de froideur conventionnelle dans votre hâte. Et l'attitude que vous aviez en ouvrant la porte de la cuisine pour chercher Muddy est mon dernier souvenir de vous. Il y avait de l'amour, de l'espoir et du chagrin dans votre sourire, au lieu d'amour, d'espoir et de courage, comme autrefois. Oh Louise, que de chagrin vous attendent. Votre nature noble et compatissante sera constamment blessée au contact de ce monde creux et sans cœur. Et quant à moi, hélas, à moins qu'un amour féminin vrai, tendre et pur ne me sauve, je ne vivrai qu'un an à peine encore. Quelques courts mois diront jusqu'où ma force physique et morale sera capable en cette vie de me faire aller. Comment croire en la Providence si vous me regardez avec froideur? N'est-ce pas vous qui avez ravivé mon espoir et ma foi en Dieu et dans l'humanité? Louise, j'ai entendu votre voix comme vous disparaissiez à mes regards, mais j'écoutais votre voix encore. Louise, je sens que je ne prévaudrai pas. Une ombre est déjà tombée sur votre âme et se reflète dans vos yeux. Il est trop tard. Vous êtes emporté par la marée cruelle. Ce n'est pas une épreuve ordinaire. C'en est une terrible pour moi. Des âmes aussi rares que la vôtre embellissent tellement cette terre, y rachètent tellement tout ce qu'il y a de repoussant et de sordide. Mais il faut que vous sachiez et soyez assurés de mon regret, de mon chagrin, si rien de ce que j'ai jamais écrit vous a froissé. Mon cœur ne vous a jamais outragé. Je vous place dans mon estime en toute solennité. Eh bien, cette place dans son estime, même accordée en toute solennité, fut pour Marie-Louise Chou une sorte de congé, car après une fulgurante liaison avec la très riche Ellen Whiteman, il s'éprend d'Annie Richmond. Oh, Annie, Annie, quelles pensées cruelles et terribles ont dû torturer votre cœur durant cette dernière quinzaine, tandis que vous ne receviez rien de moi. Pas même un petit mot pour vous dire que je vis encore. Mais Annie, je sais que vous ressentez trop profondément la nature de mon amour pour en douter un seul instant. Et cette pensée m'a réconforté dans mon amère tristesse. Je supporterai que vous imaginiez toute autre mauvaise pensée, excepté celle que mon âme vous est infidèle. Pourquoi ne suis-je pas avec vous? Pour que je puisse tenir votre main dans la mienne et regarder au plus profond du paradis de vos yeux. Pour que les mots que je ne fais qu'écrire aujourd'hui vous aillent droit au cœur, vous fassent comprendre ce que je voudrais vous dire. Mais, ah, ma chère et douce sœur Annie, mon ange pur et magnifique, comment vous expliquerai-je l'âpre angoisse qui m'a torturé depuis que je vous ai quitté?
En vérité, il me semblait que la mort m'approchait déjà et que j'entrais déjà dans l'ombre qui la précède. Je me disais, c'est pour la dernière fois. Nous ne nous reverrons qu'au ciel. Je me couchais et pleurais durant une longue, longue nuit de désespoir. Quand le jour vint, je me levai et éprouvai quelque soulagement à tranquilliser mon esprit par une promenade à grands pas, dans l'air frais et vif. Mais rien n'y fit. Le démon me tourmentait toujours. Finalement, je me procurai 2 onces de laudanum et sans retourner à mon hôtel, je pris la diligence pour retourner à Boston. En arrivant, je vous écrivis une lettre pour vous rappeler la promesse sacrée, la dernière que vous me fîtes en me quittant, la promesse qu'en toutes circonstances, vous viendriez à mon lit de mort. Alors je vous implorai de venir sans tarder, vous indiquant l'endroit où vous me trouveriez, à Boston. Ayant terminé, j'avalai environ la moitié de la dose de laudanum et me précipitai au bureau de poste. Je n'avais pas l'intention de prendre le reste avant de vous avoir vu. Car je ne doutais pas un instant qu'Annie tiendrait fidèlement sa promesse. Mais je n'avais pas calculé la force du laudanum, car avant que j'atteigne le bureau de poste, j'avais complètement perdu connaissance et la lettre ne fut jamais expédiée. Je n'insisterai pas, ma sœur chérie, sur les moments terribles qui suivirent. Un ami survint qui m'aida et, si l'on peut dire, me sauva. Je suis à la maison maintenant, auprès de ma chère mère, qui s'efforce de me consoler. Mais les seuls mots qui me touchent sont ceux par lesquels elle me parle d'Annie. Elle me dit qu'elle vous a écrit, vous demandant de venir à Fordham. Annie, n'est-ce donc pas possible? Je suis si malade. J'ai si mal dans mon corps et dans mon esprit, sans espoir d'en sortir, que je ne puis vivre si je ne sens votre main douce et gentille et aimante posée sur mon front. Oh, ma pure, vertueuse, généreuse, magnifique sœur Annie, est-ce impossible que vous veniez pour une petite semaine seulement, jusqu'à ce que j'aie surmonté cette inquiétante agitation qui, si elle dure, brisera ma vie ou me rendra fou à jamais? Adieu, maintenant et à jamais, pour toujours, votre Eddie. C'était bien un adieu, en effet, puisque cet insatisfait et cet inconsolable se consolera dans les bras d'Elmira Royster. Mais sans doute ne devons-nous pas regretter cette inconstance amoureuse, car Edgar Poe écrivit pour chacune de ses femmes ses meilleurs poèmes. Au premier rang d'entre eux, Annabel Lee. Il date de 1849, année de sa mort. S'adresse-t-il à son premier amour, Jane Stannard, à sa femme Virginia, dont la mort le laissa désemparé, ou s'adresse-t-il peut-être à la femme qu'il n'a pas rencontrée et dont il a la nostalgie? Quoi qu'il en soit, ce poème fit beaucoup pour la gloire d'Edgar Poe, et il n'est pas étonnant que les musiciens s'en soient emparés. C'est ainsi qu'en 1951, le marquis de Cuevas présentait un ballet, Annabel Lee, sur une musique d'un jeune Américain, Schiffman, avec un bien joli prénom, Byron. C'est la partition piano de ce ballet que nous vous proposons d'entendre, interprétée par Catherine Brilly, avec le texte d'Annabel Lee, dit par Jacques Fayet.
C'était il y a bien des années, dans un royaume près de la mer. Là vivait une jeune fille que vous pouvez connaître par son prénom, Annabel Lee. Et cette jeune fille n'avait d'autre pensée que de m'aimer et d'être aimée de moi. J'étais un enfant, et elle était une enfant dans ce royaume, près de la mer. Mais nous nous aimions d'un amour plus grand que l'amour, moi et mon Annabel Lee. D'un amour que les séraphins ailés du ciel nous enviaient, à elle et à moi. Et ce fut pourquoi, il y a bien longtemps, dans ce royaume près de la mer, un mauvais vent souffla d'un nuage, glaçant ma belle Annabel Lee. Lors vinrent ses parents, gens de haute naissance, qui l'emportèrent loin de moi pour l'enfermer dans un sépulcre, dans ce royaume, près de la mer. C'est parce qu'elle et moi, nous enviaient les anges, moins heureux dans leurs cieux que nous l'étions sur terre. Oui, voilà la raison. Comme chacun le sait, dans ce royaume près de la mer, pourquoi le vent sortit, la nuit, glaçant et tuant mon Annabel Lee. Mais notre amour était bien plus fort que l'amour
de ceux qui étaient plus vieux, de ceux qui étaient plus sages. Et ni les anges des cieux, ni les démons de la mer ne pourront séparer jamais mon âme et l'âme de la belle Annabel Lee. Car la lune jamais ne brille sans me faire rêver les rêves de la belle Annabel Lee. Et ne surgissent les étoiles sans que sur moi les yeux se lèvent de la belle Annabel Lee. Ainsi, dans l'eau des nuits, près d'elle je repose. Ma chérie, ma chérie, ma vie et mon épouse, dans le tombeau, près de la mer, dans son sépulcre, près de la bruyante mer. Les poètes français, nous l'avons dit, ont été les premiers à apprécier et à reconnaître pour leur père Edgar Poe. Voici quelques-uns de leurs jugements. Baudelaire. Le plus puissant écrivain de ce temps montre l'absurde s'installant dans l'intelligence et la gouvernant avec une épouvantable logique. Edgar Poe, ivrogne, pauvre, persécuté, paria, me plaît plus que calme et vertueux, un Goethe ou un Walter Scott. Je dirais volontiers de lui et d'une classe particulière d'hommes ce que le catéchisme dit de notre Dieu, il a beaucoup souffert pour nous. Péladan. Il a fallu l'exaspérante société où il vivait pour exciter un pareil parti pris d'horreur et d'effroi, si étrange que l'œuvre ressemble à une vengeance. Celui qui fut crucifié par la réalité laisse après lui d'affreux cauchemars. Il a lâché une légion de fantômes qui, un jour, deviendront autant de succubes et d'incubes. Henry James. Un enthousiasme pour Poe est décidément la preuve que la réflexion du lecteur n'en est qu'à son stade primitif. Valéry. Edgar Poe, qui fut pendant ce siècle littéraire troublé l'éclair même de la confusion et de l'orage poétique, et de qui l'analyse s'achève parfois comme celle de Léonard, en sourire mystérieux, a établi clairement sur la psychologie, sur la probabilité des effets, l'attaque de son lecteur. André Breton. Poe est surréaliste dans l'aventure. Marie Bonaparte. Poe, pour empêcher sa nature étrange, instable et hantée de faire de lui soit un vrai criminel, soit un véritable fou, avait encore à sa disposition une autre drogue, une drogue dont l'usage n'est pas à la portée de tous. Je veux parler de l'encre, avec laquelle il fixa sur le papier de son écriture belle et soignée les images macabres, horribles mais consolatrices, qui le tiraient parfois de son deuil. Gaston Bachelard. Nous croyons pouvoir caractériser dans l'œuvre d'Edgar Poe une unité des moyens d'expression, une tonalité du verbe qui fait de l'œuvre une monotonie géniale.
Chez Pau, cette matière privilégiée est l'eau, ou plus exactement une eau spéciale, une eau lourde, plus profonde, plus morte que toutes les eaux profondes que l'on trouve dans la nature. Eau silencieuse, eau sombre, eau dormante, eau insondable, autant de leçons matérielles pour une méditation de la mort. Julien Gracq. Tout comme, au même moment, le temps ayant achevé la distillation de ces pures essences, Baudelaire et Huysmans peuvent sentir pour la première fois après 15 siècles, comme on respire un flacon débouché, ce que commet exactement la décadence latine, on dirait que Pau, de l'autre rive, apporte à saisir l'odeur intime de l'Europe fléchissante sous le poids de ses souvenirs et de ses rêves, le discernement maniaque d'un exilé qui hume dans le vent l'odeur de sa patrie. Si Edgar Poe fut le précurseur du roman policier, il le fut aussi de ce que nous nommons aujourd'hui la science-fiction. Et il n'est pas interdit de croire qu'il montre à la voix à son cadet, Jules Verne. Dans un de ses contes, L'aventure sans pareille de Hans Pfaall, il imagina la première soucoupe volante, et peut-être même le premier martien ou le premier vénusien. Il paraît que du mois de... je ne me rappelle pas positivement la date, une foule immense était rassemblée, dans un but qui n'est pas spécifié, sur la grande place de la Bourse de la confortable ville de Rotterdam. La journée était singulièrement chaude pour la saison. Il y avait à peine un souffle d'air et la foule n'était pas trop fâchée de se trouver de temps en temps aspergée d'une ondée amicale de quelques minutes qui s'épanchait des vastes masses de nuages blancs, abondamment éparpillés à travers la voûte bleue du firmament. Toutefois, vers midi, il se manifesta dans l'assemblée une légère mais remarquable agitation, suivie du brouhaha de 10 000 langues. Une minute après, 10 000 visages se tournèrent vers le ciel, 10 000 pipes descendirent simultanément au coin de 10 000 bouches, et un cri, qui ne peut être comparé qu'au rugissement du Niagara, retentit hautement, longuement, furieusement, à travers toute la cité et tous les environs de Rotterdam. L'origine de ce vacarme devint bientôt suffisamment manifeste. On vit déboucher et entrer dans une des lacunes de l'étendue azurée, du fond d'une de ces vastes masses de nuages aux contours vigoureusement définis, un être étrange, hétérogène, d'une apparence solide, si singulièrement configuré, si fantastiquement organisé, que la foule de ces gros bourgeois qui le regardaient d'en bas, bouche béante, ne pouvait absolument y rien comprendre, ni se lasser de l'admirer. Qu'est-ce que cela pouvait être? Au nom de tous les diables de Rotterdam, qu'est-ce que cela pouvait présager? Personne ne le savait. Personne ne pouvait le deviner. Personne, pas même le bourgmestre, Meneer Superbus van Onderduyck, ne possédait la plus légère donnée pour éclaircir ce mystère. De sorte que, n'ayant rien de mieux à faire, tous les Rotterdamois à un homme près remirent sérieusement leurs pipes dans le coin de leur bouche et, gardant toujours un œil braqué sur le phénomène, se mirent à pousser leur fumée, firent une pause, se dandinèrent de droite à gauche et grognèrent significativement, puis se dandinèrent de gauche à droite, firent une pause et finalement se remirent à pousser leur fumée. Cependant, on voyait descendre toujours plus bas vers la béate ville de Rotterdam, l'objet d'une si grande curiosité et la cause d'une si grosse fumée. En quelques minutes, la chose arriva assez près pour qu'on pût la distinguer exactement. Cela semblait être, oui, c'était indubitablement une espèce de ballon. Mais jusqu'alors, à coup sûr, Rotterdam n'avait jamais vu pareil ballon, car qui, je vous le demande, a jamais entendu parler d'un ballon entièrement fabriqué avec des journaux crasseux? Personne en Hollande, certainement. Et cependant, là, sous le nez même du peuple, ou plutôt à quelque distance au-dessus de son nez, apparaissait la chose en question, la chose elle-même, faite, j'ai de bonnes autorités pour l'affirmer, avec cette même matière,
à laquelle personne n'avait jamais pensé pour un pareil dessin. C'était une énorme insulte au bon sens des bourgeois de Rotterdam. Quant à la forme du phénomène, elle était encore plus répréhensible. Ce n'était guère qu'un gigantesque bonnet de fou tourné sans dessus-dessous. Et cette similitude fut loin d'être amoindrie quand, en l'inspectant de plus près, la foule vit un énorme gland pendu à la pointe, et autour du bord supérieur ou de la base du cône, un rang de petits instruments qui ressemblaient à des clochettes de brebis et tintinabulaient incessamment sur l'air de Betty Martin. Le ballon, car décidément c'en était un, était maintenant descendu à 100 pieds du sol et montrait distinctement à la foule le personnage qui l'habitait. Un singulier individu, en vérité. Il ne pouvait guère avoir plus de 2 pieds de haut. Mais sa taille, toute petite qu'elle était, ne l'aurait pas empêché de perdre l'équilibre et de passer par-dessus le bord de sa toute petite nacelle, sans l'intervention d'un rebord circulaire qui lui montait jusqu'à la poitrine et se rattachait aux cordes du ballon. Le corps du petit homme était volumineux au-delà de toute proportion et donnait à l'ensemble de son individu une apparence de rotondité singulièrement absurde. De ses pieds, naturellement, on ne pouvait rien voir. Ses mains étaient monstrueusement grosses, ses cheveux gris et rassemblés par derrière en une queue, son nez prodigieusement long, crochu et empourpré, ses yeux bien fendus, brillants et perçants, son menton et ses joues, quoique ridés par la vieillesse, larges, boursouflés, doubles, mais sur les 2 côtés de sa tête, il était impossible d'apercevoir le semblant d'une oreille. En 1963, l'ORTF remportait à Naples le prix Italia pour un opéra de chambre. Musique Claude Prey, livret Philippe Soupeau, le titre Le cœur révélateur d'Edgar Poe. Si la musique, le texte, la réalisation qui était confiée à Guy Delaunay, intimement liés ensemble, obtinrent le prix Italia, il serait injuste d'oublier l'importance de l'interprétation dans une telle entreprise. Le rôle revint à Jean Giraudeau, ténor, préfet du chant à l'opéra, et il était normal qu'aujourd'hui nous fassions appel à Jean Giraudeau pour vous présenter cette œuvre. Jean Giraudeau. Jean Giraudeau, en 1962, on vous demande de créer un opéra de chambre, Le cœur révélateur d'Edgar Poe. Comment cela s'est fait? Eh bien voilà, la maison de l'ORTF a été ouverte au quai Kennedy et Henri Barrault a eu immédiatement l'intention de profiter du magnifique Théâtre 102 pour donner justement quelques créations d'opéras contemporains absolument inédites. Et son choix s'est porté comme spectacle d'ouverture sur 2 opéras bien différents. D'abord, Le cœur révélateur de Claude Prey, et deuxièmement, La Furia Italiana de Pierre Petit, qui au contraire était un opéra bouffe extrêmement désopilant, qui du reste avait des rapports très serrés avec la radio, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins d'une histoire de qui tout double, qu'une petite ouvrière de chez Renault gagnait, et le Grand Prix à la fin c'était un voyage à Vérone pour assister au spectacle des arènes et avoir une entrevue avec le grand ténor Tito Landi pendant une représentation de la Traviata. Bon, quittons Vérone et retournons à Naples pour ce prix italien. Oui. Il est dans la mythologie de certains auditeurs du théâtre lyrique de penser que le ténor a souvent le rôle le plus sain, disons le moins torturé. Oui. C'est généralement l'homme propre du drame lyrique. Or, il se trouve que vous vous êtes trouvé, vous, ténor, devant un personnage d'une effroyable complexité, d'une psychologie tout à fait déformée. Est-ce que cela vous a beaucoup torturé vous-même? Je dois vous dire que j'ai fait une carrière qui tout de même a été assez longue, mais qui ne s'est pas contentée simplement d'interpréter ce genre de ténor sans complexe dont vous parlez. Non seulement j'ai interprété les principaux rôles du répertoire, mais aussi j'ai eu la joie de pouvoir faire de nombreux rôles de composition. Et ça, les rôles de composition, c'est vraiment
l'idéal pour un artiste, car il peut d'abord se créer un personnage tout à fait différent de lui-même, très souvent, et surtout, sa voix peut prendre des inflexions différentes suivant le sentiment qui est exprimé. Un des premiers rôles de composition que j'ai fait, eh bien, ça a été le rôle de Chouïski dans Boris Godunov. Et depuis, de très nombreux rôles se sont joints, comme les mimes de Siegfried, par exemple, qui représentent quelque chose d'extrêmement intéressant sur le plan de la composition du personnage. Donc, pour créer le personnage, pour le trouver, aucun problème particulier, vous avez fait appel à la composition. Voilà. Est-ce que vous trouvez que la musique de Claude Prey, que l'on peut classer bien sûr comme auteur moderne, il est très jeune, est-ce qu'elle a apporté, d'après vous, un éclairage particulier au personnage et à l'œuvre d'Edgar Poe? Très certainement. Du reste, je pense vraiment que la musique donne une dimension nouvelle à de très nombreux personnages que le théâtre dramatique a créés. Par exemple, si nous pensons au personnage de Don Juan et à la dimension extraordinaire sur le plan du cynisme que lui a donné Mozart. Même le personnage de Chérubin, avec quelle force Mozart est allé le chercher jusque dans ses plus petits recoins, et que très certainement la comédie de Beaumarchais, si complète qu'elle était, n'a pas donné. Vous avez donc par conséquent la musique apporte, et nous avons eu une preuve avec la Tosca, tout à fait justement, car si l'on joue la Tosca à l'heure actuelle dans le monde entier, c'est très certainement à cause de Puccini, de la musique de Puccini. La musique toujours a donné une dimension nouvelle aux pièces. Et celle de Prey est allée, vous le verrez, très loin. Elle est allée très loin, elle a cerné ce personnage affreux et elle lui a donné, grâce à son étrangeté, tout ce qu'il pouvait donner et que très certainement le texte ne pouvait pas aller plus loin. Jean Giraudoux, lorsque vous avez eu la partition en main et le livret, vous avez été amené à lire, enfin à relire, disons, Le Cœur révélateur. Oui. Est-ce que vous pensez que le livret qu'en a tiré Philippe Soupeau a été fidèle, ou est-ce qu'il a donné libre cours à son imagination? Pas du tout. Là, justement, Philippe Soupeau est resté tout à fait dans les normes, mais c'est exactement le véritable climat. Du reste, cette question des livrets est une question bien angoissante, car à l'heure actuelle, de très nombreux compositeurs disent « mais je ferais bien un opéra, mais où trouver un livret ?» Le fait de faire un livret d'opéra et de le réussir, nous parlions de Puccini tout à l'heure, lui a eu beaucoup de chance. Il a eu vraiment des livrets sur mesure, aussi bien pour la Bohème que pour la Tosca, que pour Madame Butterfly. Et cette rareté des livrets est telle que certainement Wagner s'est servi lui-même et a fait lui-même ses propres livrets ainsi que Berlioz. Par conséquent, à l'heure actuelle, je pense vraiment que pour les compositeurs contemporains, la question d'un bon livret est une question primordiale. L'autre jour, je disais, il y avait un petit cénacle de quelques compositeurs tout à fait jeunes, et je leur disais, vous devriez justement essayer de faire aller l'opéra et de trouver de nouveaux sujets, même dans la série noire. Pourquoi pas un opéra sur Pas d'orchidée sur Miss Blandish, par exemple. Vous allez mettre le feu à l'opéra. Ah, exactement, mais c'est ce qu'il faut. Mais vous lui attirez peut-être des nouveaux clients. Voilà, exactement. Non, il faut vous y mettre. Ah oui, mais c'est de trouver un livret, c'est d'arriver à tirer justement et de pouvoir faire un découpage parfait. Voilà la grande question. Alors, s'il y a un auteur parmi vous, Pas d'orchidée pour Miss Blandish, y a preneur. Et pas n'importe où, dites-moi. Hein. Bon, je vais vous demander d'expliquer en quelques mots l'œuvre, enfin l'extrait de l'œuvre à laquelle nous allons assister. Le Cœur révélateur, c'est avant tout une nouvelle, c'est une histoire. Quelle est-elle? C'est l'histoire d'un petit vieux qui habite un appartement minable et il n'a plus rien à faire dans la vie que tous les matins de prendre son petit pot de lait et puis de descendre en traînant ses vieilles pantoufles, avec sa toque sur la tête, pour aller faire ses petites commissions. Et il trouve, tous les matins, en remontant son escalier, son voisin, qui est aussi un vieux, mais alors c'est un vieux flambant, celui-là. Il a réussi, et il a véritablement de la fortune, et tous les matins, ce vieux, en descendant, le pousse, et le regarde avec un œil que lui se met à détester. Il se dit, il faut à tout prix que cet œil qui me méprise, il faut que je l'écrase, n'est-ce pas? Et il fait le projet, ni plus ni moins, d'aller poignarder l'œil qu'il s'est mis à détester. C'est gai. Alors, pendant plusieurs nuits, il avance tout doucement sur le palier, il entrouvre la porte d'autre pauvre vieux qui, lui, ne se méfie pas et dort absolument tranquille. Il regarde. Le voisin dort.
il ne peut pas tuer l'œil. Et il retourne chez lui. Au bout de 8 nuits, même processus. Il arrive, il y a un rayon de lune dans la maison, et là, eh bien, le miracle s'accomplit. Le vieux a l'œil ouvert. Il a l'œil ouvert certainement parce qu'il a dû entendre les pas, certainement eu du bruit. Et il se terre dans son lit absolument terrifié devant ce qui doit se passer. Il n'ose plus bouger. C'est un bandit, c'est quelqu'un qui vient pour le voler, peut-être même pour l'assassiner. Et là, il y a un suspense, absolument, où les deux n'osent plus bouger, ni l'un ni l'autre. Même le vieux aussi, qui doit tuer, est un peu effrayé d'avoir à faire cela. Et tout d'un coup, la haine le prend, elle est plus forte que tout. Il rentre à l'intérieur de la chambre et il plante son poignard dans l'œil. Il sort de là absolument heureux, libéré. Il est libéré de l'œil, il est libéré de son complexe et il vit absolument dans un soupir de soulagement. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, il veut faire disparaître le cadavre. Alors comment faire? Eh bien, il commence d'abord par le découper. Il le découpe, vous le verrez, sainement et proprement, pas de traces, pas de sang. Du travail bien fait. De l'artisanat. De l'artisanat. Et il soulève les voliges de son plancher, et puis il met le corps du vieux un peu partout, n'est-ce pas? Le bras, le cœur, etc. Partout. Et à ce moment-là, la police arrive. Le policier frappe, laisse ses gars dehors, et il rentre lui-même, le premier, dans l'appartement, et dit « Voilà, je viens parce que le vieux, là, il ne vient plus faire sa belote depuis 8 ou 10 jours, il y a quelque chose de nouveau dans le quartier, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, écoutez, il est parti en voyage, il est parti en vacances, voilà, du reste, allez voir. Et en effet, le policier va, regarde, et voit que le magot est complet, les billets de 1000 sont là absolument, il n'y a pas de souci. Alors, il dit non, vraiment, du moment qu'on n'a absolument pas volé, il n'y a pas d'histoire. Alors je vous dis au revoir. Mais à ce moment-là, lui est pris d'un désir d'un peu braver le destin. L'imbécile. Oui. Et il dit, asseyez-vous, monsieur l'agent, voyons, un petit cigare, voulez-vous de quoi boire aussi, tout ce que vous voulez? Et le brave policier se met à fumer et se met à boire tranquillement son alcool. Et c'est là, évidemment, qu'il se produit quelque chose d'affreux. Oh ben c'est déjà pas mal comme affreux. Le fou, on peut bien le dire, se met à entendre brusquement le cœur du vieux qui bat sous les voliges. Alors il ne sait plus quoi faire pour arriver à faire cesser ce bruit. Du reste, la radio française avait bien fait les choses au Théâtre 102. On était allé enregistrer le cœur d'un très grand malade à Bichat, qui avait un cœur qui battait avec une rapidité extraordinaire. Et on avait enflé démesurément le bruit de ce cœur à chaque instant, dans le courant de l'œuvre, au passage où il y avait un grand silence, on entendait boum, 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 le cœur. Vous savez à quoi je pense, Jean Giraudeau? Non. Je me demande si le malade a touché des droits. Je ne sais pas. Bref, à ce moment-là, il entend le cœur. Et alors il se met, bien sûr, à crier de plus en plus fort pour que ce policier qui n'entend rien n'entende pas le cœur. Il se monte de plus en plus, et véritablement, alors là, je dois dire, c'est une crise affreuse de délirium tremens qu'il prend. Il hurle, il s'accuse, il dit que c'est lui, oui, c'est moi, j'ai tué, oui, son cœur, il est là. Le brave agent, le brave policier qui est là dans la tranquillité dit, quel cœur? Le cœur de soldat de Faust, n'est-ce pas? Non, le cœur du vieux, c'est moi qui l'ai tué. Et on ne peut qu'appeler à ce moment-là les infirmiers, qu'ils ceinturent et qu'ils l'amènent à l'asile où il doit normalement terminer sa vie. Eh bien. Voilà l'histoire du cœur révélateur. Alors, tel que ça se présente, le récit commence à l'asile. Et le fou, qui est là avec une espèce de camisole de force, raconte au public, pendant toute la première partie de l'opéra, ce qu'il a fait. Puis alors, tout d'un coup, quand il a raconté le découpage, l'action change, le policier frappe, et alors la dernière partie de l'opéra, ce n'est plus un récit, mais c'est véritablement l'opéra véridique que l'on vit. Bien. Je suppose que nous allons voir donc la première partie.
parfaitement. Voltige, c'est le mot. Soulevez les voliges. Soulevez les voliges. Je ne suis pas fou quand même. Je ne suis pas fou. Nerveux, soit je suis nerveux, un grand nerveux suis-je depuis mon enfance. J'étais un enfant maladif et nerveux. Alors, parce qu'on a été malade, on est fou. Allons donc, allons donc. La maladie n'a pas brisé mes sens, les a aiguisés au contraire. Aiguisés mes sens. Louis surtout, Louis, oui. J'entends de ces choses, de ces choses. J'entends j'ai entendu toutes choses du ciel. Toutes choses de la terre. Pas mal de choses, pas mal de choses de l'enfer aussi. Oui. De l'enfer aussi. Et je ne suis pas fou. Calme.
Je suis calme. Vous voyez bien? Je vous parle très calmement. Je vous dis calmement les choses. Voilà. Un jour, l'idée en moi est entrée. Quand, comment, mystère, mais sitôt germée, elle a grandi, démesurément grandi. L'idée en moi grandit, et sans objet, sans passion aucune, le vieux, ma victime, je n'avais rien contre, il ne m'avait rien fait. Son or, je m'en moquais bien. L'œil. Oui, il y avait l'œil. Je n'aimais pas son œil. Je n'aime pas les yeux. Je déteste les regards. Les regards vous touchent, ils vous salissent. Pouah! Son œil, un œil de bête nocturne, un hibou? Non. D'oiseau rapace, de faucon, de vautour. Voilà! Un vautour! Cet œil, cette membrane, une sorte de thé que je me délivre, que je me délivre, que je crève le regard où je ne pourrai plus vivre. C'était lui ou moi? Mais je ne suis pas fou. Ne dites pas que je suis fou. Malin, au contraire, avisé, prudent en diable et comédien. Jamais je ne fus plus aimable avec le vieux. Mais la nuit, la nuit, la dernière semaine, chaque nuit, vers minuit, doucement, précautionneusement, petit à petit, je poussai sa porte. Oh, lentement, je glissai ma lanterne, puis je passai ma tête et j'ouvrais à peine juste un ray de lumière sur lui, sur l'œil. Et ce 7 jours de suite. Chaque nuit,
vers minuit. Doucement, doucement, précautionneusement. L'œil était fermé. Il fallait attendre. Et le matin, bonjour, mon cher voisin. Bonjour, bonjour, avez-vous bien dormi? Et toutes sortes de cérémonies. Comédien, je vous dis. Comédien! Cette nuit de suite, la 8e nuit, quand j'ouvris la porte, plus doucement, doucement, plus précautionneusement que jamais. Je me suis pris à rire, oui, à glousser doucement. Je gloussais, tant j'étais sûr, tant j'étais sûr. Il a dû entendre, il a remué. J'allais entr'ouvrir la lanterne. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Je ne bouge plus. Pas un cil ne pas. J'écoute. Il ne dort pas. Non. Il a peur. Peur. Une heure passe. J'entr'ouvre enfin la lanterne. À peine, rien qu'un ray de lumière, juste un fil d'araignée de clarté. L'œil est là. Il est ouvert. Le vautour, la terre, la hideuse, je la vois si distincte, si distincte, maudit! C'est alors, oui, comme une plainte étouffée, un morse rauque, comme un râle. La peur du vieux, son cœur qui tapait. Je vous ai dit, enfant, j'étais malade, sujet à des frayeurs sans nom. Ce bruit, ce battement dont la nuit, je reconnais ma
la panique. On allait l'entendre, le cœur, on allait l'entendre. On l'entendait, on l'entendait. Un instant, j'ai voulu fuir, mais non, l'heure était venue. Il fallait en finir, il fallait qu'il meure. J'ai ouvert la lanterne d'un coup, j'ai bondi dans la chambre. Il est fou, c'est un malade. Croyez-moi, jamais cadavre ne fut plus sainement découpé. J'ai fait des petits paquets. Doucement, doucement, précautionneusement, la tête, le tronc, les bras, les jambes. J'ai arraché 3 planches et j'ai logé le tout sous les volies. Folige, c'est le mot. Et puis, j'ai racloué les planches. Calmement, proprement, précautionneusement. Pas de traces, pas de sang, du travail rapide et soigné. La nuit était encore